Mhm. Bonjour à tous. C'est parti, Carlos? Allez, quand tu veux. C'est parti. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire proposé par l'ISAE Supaéro, dédié en partenariat avec l'IRT Saint-Exupéry et TBS, Toulouse Business School, dédié au Master spécialisé Artificial Intelligence and Business Transformation, que nous appelons plus basiquement et plus communément AIBT. Ce webinaire durera 1 heure, 30 minutes de présentation et 30 minutes de questions-réponses. Donc, avant de commencer, nous allons nous présenter. Donc, bonjour, je suis Catherine Duval, je suis responsable prospection entreprise et professionnelle. Je suis en charge de faire la commercialisation de l'offre de formation professionnelle, particulièrement de l'ISAE Supaéro, et d'accompagner les candidats. Donc, je reconnais un certain nombre de personnes qui sont déjà connectées. Donc, je vous remercie tous pour votre présence. Carlos, je te laisse te présenter. Donc, bonjour à tous, je suis Carlos Aguilar Melchor, professeur à l'ISAE Supaéro. Je suis enseignant-chercheur en IA et cybersécurité et le responsable pédagogique de ce master spécialisé. Donc, nous avons également avec nous Thibaut Brémaud, qui est responsable du service formation professionnelle de l'ISAE Supaéro. Nous avons également Grégory Flandin de l'IRT Saint-Exupéry et Samuel Fosso-Wamba de TBS. Donc, mon rôle aujourd'hui, je vais essayer de rebondir avec Carlos pendant ce webinaire. Mon rôle est particulièrement d'accompagner les personnes qui sont intéressées par ce master. Et aujourd'hui, je suis là particulièrement pour les questions administratives, alors que Carlos vraiment va rentrer dans le programme. Je sais que vous attendez particulièrement cette partie. Donc, vous êtes nombreux et vous pouvez nous voir, mais par contre, nous ne pouvons pas vous voir. Je suis très heureuse de voir que beaucoup de personnes vraiment ont été déjà en contact avec nous pour poser des questions sur le master. Donc, l'organisation du webinaire, vous avez la possibilité de poser des questions sur la rubrique questions-réponses auxquelles nous répondrons à la fin de ce webinaire. Il y a aussi une discussion, donc vous voyez, en effet, tout le monde commence à dire bonjour, ce qui est la partie un peu plus conviviale de ce webinaire. Et sachez également que ce webinaire est enregistré et sera disponible en replay sur le site de l'ISAE Supaéro. Alors, je continue si ça veut bien. Voilà, donc là, ce webinaire va se découper en plusieurs parties. Après quelques chiffres sur l'ISAE Supaéro, nous allons vous présenter le contexte et l'historique de ce programme. Nous allons expliquer également en quoi l'ISAE Supaéro est un acteur majeur de l'intelligence artificielle pour par la suite vraiment rentrer dans le programme, le contenu de la formation et également le rythme qui est adapté spécifiquement. Je vous expliquerai comment postuler, quelles sont les conditions d'admission de ce programme. Par la suite, Carlos vous expliquera un peu les métiers qui sont préparés par cette formation. Point incontournable, je vous évoquerai succinctement les possibilités de financement de la formation pour terminer par vos questions-réponses que vous aurez posées justement dans la rubrique. Voilà. Donc, je continue. Tout d'abord, je continue, excusez-moi. Dans un premier temps, quelques mots, quelques chiffres sur l'ISAE Supaéro. L'ISAE Supaéro est située donc à Toulouse, en France, est une école d'ingénieurs généralistes sous l'autorité du ministère des Armées. Elle accueille 1700 étudiants, dont 40% d'étudiants internationaux, particulièrement dans la direction des formations master et master spécialisées, qui est vraiment
un département, une direction très internationale où l'anglais est tout à fait courant, où les étudiants viennent du monde entier, de tous les continents. De plus, l'ISAE Supaéro est particulièrement reconnue pour sa recherche et sa proximité avec les industriels dans un écosystème toulousain très riche. Nous accueillons 109 chercheurs et les cours sont dispensés par 1800 intervenants, dont 50% sont des industriels. 250 entreprises soutiennent notre développement et interviennent aussi bien au niveau de la pédagogie que de la recherche. Et nous avons 30 partenariats particulièrement qui sont signés avec des PME et des grands industriels. Voilà, nous rentrons dans le vif du sujet. Carlos, je te laisse nous expliquer la genèse de ce programme et le contexte dans lequel il a été développé. Merci Catherine. Donc, pourquoi est-ce que nous avons créé ce programme? D'abord, il y a déjà 3 ans, fin 2017, on avait décidé, avec l'IRT dans un premier temps, de mettre en place une formation pour des futurs cadres qui soient capables de comprendre l'IA et les impacts que pouvait avoir l'IA sur les modes de fonctionnement dans une entreprise. Et donc, des personnes qui soient capables de gérer des projets, des équipes, des recrutements IA, et de pouvoir s'impliquer, participer à la réflexion stratégique d'une PME ou une grande entreprise autour de l'IA, les transformations que ça allait mener, les opportunités d'entrepreneuriat, etc. Donc, depuis, on a pas mal travaillé avec des acteurs partenaires de l'ISAE Supaéro autour du montage de cette formation. Et il y a eu un contexte quand même très favorable qui s'est développé puisqu'il y a eu le plan AI for Humanity suite au rapport Vidani. Il y a eu la création des instituts 3IA, dont un institut à Toulouse que vous connaissez probablement qui s'appelle ANITI, et la désignation de plusieurs métiers autour de l'IA comme métier émergent par France Compétences. Et dans l'exemple phare, c'est chef de projet IA qui tombe pile dans nos intentions initiales. Donc, c'est une formation qui n'est pas monothématique. Il y a pas mal de complémentarités. Il y a d'abord des complémentarités sur les aspects techniques et business. À nouveau, notre objectif, et ça va répondre peut-être à certaines questions, ne sont pas de former purement à la technique uniquement les candidats, mais de former des cadres, les actuels ou futurs cadres prometteurs à l'IA. Et donc, il est impossible de penser à une formation purement technique. Il faut un équilibre fort entre business et technique pour comprendre les responsabilités, les transformations qui en découlent, etc. Il y aura aussi dans cette formation une complémentarité junior-senior qui, en fait, vient accompagner cette complémentarité technique-business. Donc, cette complémentarité des profils et ce mélange de junior et senior va permettre d'avoir typiquement des juniors qui vont pouvoir monter plus vite en compétences en technique et venir soutenir les seniors, et inversement, les seniors qui pourront apporter une vision d'entreprise qui permettra d'enrichir les cours par des échanges entre étudiants sur tous les aspects business, besoin de transformation, complexité de cette transformation, etc. Donc, pourquoi est-ce qu'on a fait ça avec l'IRT Saint-Exupéry et TBS Éducation? C'est une évidence. Nous travaillons avec l'IRT par sa forte présence dans l'industrie de l'IA et TBS par ses compétences dans les aspects business. Donc, il y aura tout particulièrement Grégory Flandin à l'IRT qui est ou a été responsable de nombreux projets IA avec de nombreux acteurs toulousains et qui est aussi le leader d'un des axes stratégiques de Anity, l'IA certifiable, qui est une question d'une grande importance industrielle. Et Samuel Fossomamba, qui est responsable à TBS d'une formation Big Data et qui publie depuis un bon moment dans les aspects business et Big Data ou business et IA. Donc, du coup, on va passer au transparent suivant.
Au niveau de l'historique de l'ISAE Super-Héros, au niveau des formations digitales, l'ISAE Super-Héros a depuis de nombreuses années des filières digitales dans sa formation, et en particulier une filière qui s'appelle Sciences des données et de la décision, qui est une filière IA, qui existe depuis 10 ans et qui forme entre 40 et 60 étudiants chaque année. Donc, on a formé un peu plus d'un demi-millier d'étudiants qui sont partout en France et dans le monde en tant qu'experts techniques, mais aussi pour beaucoup d'entre eux en tant que cadres qui, depuis 10 ans, ont eu le temps de monter et qui sont installés un peu dans toutes les entreprises en IA du monde. Donc, nous avons de nombreux étudiants qui sont dans les entreprises classiques de l'IA, comme Facebook, Google, Amazon, etc. Et bien sûr, plein d'autres dans le monde de l'aéronautique et de l'espacial, avec des postes de près ou de loin liés à l'IA. Donc, mis à part cette formation qui nous donne un historique très fort de formateurs en IA, il y a eu un développement depuis à peu près une dizaine d'années aussi en recherche qui est important à l'ISAE Super-Héros. Donc, nous sommes membres de ANITI, donc l'Institut 3IA toulousain, avec 3 chaires. Au sein de ANITI, nous avons 6 membres permanents qui travaillent à 100% en IA, une douzaine de doctorants, dont plusieurs encadrés avec Google Brain. La semaine dernière, par exemple, il y a un ancien chercheur de l'ISAE Super-Héros qui était responsable d'une école d'été en IA qui donc vient de se finir, qui est aussi membre du comité de pilotage de journée nationale autour de l'IA. Et on a plusieurs membres de comités de programme des grandes conférences IA comme NeurIPS, ICML, etc. Enfin, dans quel secteur d'application on travaille? Et là, la question est presque dans quel secteur d'application l'IA n'a pas d'impact et où on n'y travaille pas. Il n'y en a pas beaucoup en pratique. Bien sûr, on est présent dans les domaines aéronautiques et spatial, et bien sûr automobile, en étant à Toulouse. Mais aussi dans le domaine de l'assurance, nous avons une chaire AXA, de la robotique par des interactions avec le LAS, de l'énergie, on a un ancien employé d'EDF qui s'occupait des problèmes d'optimisation là-bas, etc. Donc, du coup, je vais rendre la main à Catherine pour parler du référencement d'AIBT. Oui. Merci Carlos pour toutes ces informations. Donc, je précise en effet que cette formation est labellisée master spécialisé par la Conférence des grandes écoles qui certifie en fait la qualité scientifique, pédagogique et managériale vis-à-vis des industriels, donc en tant que formation aussi professionnalisante. De même, alors pardon, je bafouille. De même, une procédure d'enregistrement RNCP, donc un certain nombre d'entre vous en ont entendu parler, est en cours. Nous attendons le résultat imminent, donc d'ici demain ou au plus tard début de semaine prochaine. Ce référencement va permettre en effet de débloquer un certain nombre de financements pour la formation, donc entre autres l'apprentissage ou vis-à-vis des organismes paritaires. Cette démarche est soutenue, la démarche globale de la formation est soutenue par les industriels. Donc, vous pouvez voir un certain nombre comme Airbus, IBM, Dassault, Google, Collins. Cette formation est de 350 heures, plus 60 heures de management de projet pour les étudiants et les apprentis, pour 75 crédits ECTS. Donc voilà, donc là, je passe la parole pour que tu puisses rentrer vraiment dans le détail de la formation et son contenu. Carlos? Oui, pardon, excuse-moi, j'ai eu un petit problème technique, c'est bon. Donc, au niveau de l'architecture du programme, le programme va vous permettre d'obtenir un certain bloc de compétences. Et la formation est composée d'une dizaine de semaines, une par mois, où on va développer différentes compétences qui vont être enregistrées au LCP. Normalement, on a les réponses demain. Donc, sur chaque semaine, les 4 premiers jours seront dédiés au thème de la semaine. Et le dernier jour sera dédié à un projet fil rouge qui s'étalera sur toute la formation. Donc, quels sont les points forts de notre formation?
Donc, tout d'abord, nous avons toute une panel d'intervenants qui ont une reconnaissance mondiale. Nous avons des intervenants qui, par exemple, vient du meilleur laboratoire en IA au monde, le MIT, qui viennent de Amazon, voilà, des grandes entreprises de l'IA, et donc un très bon panel industriel qui est non seulement présent au niveau des intervenants, mais aussi au niveau des soutiens qu'on a eu au niveau de la formation, des entreprises de l'aéronautique et de l'espace, mais pas seulement. Le deuxième gros point fort de notre formation, c'est la dualité formation business et technique qui ne va pas vous préparer à être juste un technicien de l'IA, mais un cadre décideur de l'IA. Il y a bien sûr nos partenariats, donc l'expertise industrielle de l'IRT, l'expertise business de TBS et l'expertise technique de l'ISAE. Et enfin, il y a ce fameux projet long qui sera donc, le fil rouge de tous les vendredis, qui va vous permettre de toucher du bout du doigt et de développer l'ensemble des techniques étudiées sur un use case technique ambitieux tout au long d'une année. Donc, quels sont nos objectifs pédagogiques? Tout d'abord, on va vous permettre de toucher du bout du doigt les technos de l'IA moderne, comprendre fortement les fondements de ces techniques et savoir vous placer dans la position d'un cadre qui connaît l'IA et qui l'a utilisé quand vous retournerez dans vos entreprises et qui vont pouvoir aider dans des processus décisionnels autour de l'IA sur quels sont les recrutements à faire, comment on doit se gérer un projet, quels vont être les flux qui vont être modifiés dans l'entreprise au niveau stratégique, etc. Donc, quelles compétences vous allez développer? Sur la partie technique, vous allez apprendre à gérer les grands flux de données, connaître aussi et à savoir utiliser les grandes techniques du deep learning et du deep reinforcement learning, comprendre les bases fondamentales de l'optimisation et ainsi, grâce à cette compréhension des bases, vous allez pouvoir savoir à la fois quelle est la puissance de l'IA, mais aussi quelles sont les limites intrinsèques des techniques qui sont habituellement utilisées en deep learning. Sur la partie business, vous allez connaître les use cases phares de l'industrie, comprendre quelles sont les transformations qui sont nécessaires à l'IA, définir des process de bout en bout allant de l'acquisition de données à la monétisation d'un produit et saisir l'importance qu'a l'entrepreneuriat dans ce domaine et enfin avoir des notions de sûreté et de certification. Enfin, le dernier point que je voulais traiter, c'est l'articulation du travail individuel en groupe. C'est relativement simple. Vous aurez un travail individuel encadré, pratique et des rapports individuels dans le cadre des enseignements. Et vous aurez aussi des mises en pratique en groupe courtes, sur des séances courtes, mais bien sûr aussi sur le projet long, sur le fil rouge de toute l'année. Donc, transparent suivant, s'il te plaît, Catherine. Ça arrive. C'est bon. Est-ce que tu veux revenir sur celui-là? Voilà, le rythme de la formation. Voilà. Donc, comme vous le voyez, il y aura, pour les personnes qui ne viennent pas du monde de l'entreprise, une introduction au management de projet. Il y a 3 créneaux d'1 semaine qui sont bloqués. Et sinon, vous avez des blocs qui sont répartis régulièrement dans l'année. Donc, 1 semaine par mois, ça permet aux personnes qui sont en entreprise de pouvoir se libérer sans lâcher complètement leur poste. Et pour les apprentis, typiquement, faire de l'alternance simplement, en appliquant les informations acquises, les compétences acquises au fur et à mesure. Donc, il y a une partie qui est plus business en vert, une partie plus technique en bleu. Vous pouvez suivre la formation complète, vous pouvez suivre des sous-certificats qui vous donneront certains blocs de compétences, et sinon vous pouvez suivre aussi des semaines individuelles. Il y a là-dedans des semaines qui sont sous la responsabilité de l'IRT ou de TBS, et c'est marqué ici par des astérisques. Alors, Carlos, oui. Il y a une question sur le fil rouge. Oui. On répond maintenant ou à la fin, comme vous voulez. Je pense que comme tu veux.
C'est On va le faire à la fin. Comme ça, j'ai D'accord. le temps de bien lire les questions pendant que tu finalises la présentation. OK. Donc, je continue. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette planche-là, Carlos? Non, c'est bon. Je te passe la main pour comment postuler. D'accord. Donc, en effet, donc merci, Carlos. Donc, maintenant, à qui s'adresse cette formation et comment postuler? Donc, cette formation s'adresse aux apprentis, aux salariés et aux étudiants possédant un Master 2 ou un Master 1 avec 3 années d'expérience. Donc, une des questions qui est posée, et Carlos, tu pourras compléter par la suite, peut-être après, à la fin. Il faut des compétences, en effet, en informatique et mathématiques. La question est, entre autres, sur des projets antérieurs, sur la connaissance du langage Python. Donc, ça, tu compléteras, Carlos. Oui, bien sûr. Le niveau également en mathématiques ou en data processing. Donc, ça, on verra peut-être à la fin. Donc, les candidatures se passent directement en ligne. Donc, le site qui s'affiche sur votre site est vraiment dédié pour le dépôt de candidature. Les candidatures sont uniquement sur dossier. Les dossiers sont composés, comme vous pouvez le voir, d'un certain nombre d'éléments. J'attire votre attention particulièrement sur les 2 lettres de recommandation qui vont appuyer votre candidature et vraiment montrer toute la motivation et le sérieux que vous pouvez avoir par rapport à cette formation. Et également un test d'anglais. Le minimum prérequis, par exemple, est le TOEIC à 785, dans la mesure où la formation est intégralement en anglais. Donc, point très important également, le limite de dépôt de dossier de candidature est le 16 mai. Vraiment, c'est la date la plus éloignée dans la mesure où le jury est le 18 mai. Donc, je vous rappelle, vous pouvez déposer votre candidature sur le site dédié que je pourrai vous redonner par la suite. N'hésitez pas aussi, suite à ce webinaire, à me contacter. Donc là, en effet, Carlos, tu vas pouvoir nous expliquer à quel métier cette formation va préparer les étudiants. Tout d'abord, ça va dépendre pas mal du profil entrant. Donc, quelqu'un qui a déjà une situation de cadre stratégique, membre de conseil d'administration ou équivalent dans l'entreprise, va clairement être préparé à des métiers de très haut niveau, de type stratégiste, on utilise de nos jours cet anglicisme, de l'entreprise. Donc, c'est le nom pour ce type de poste stratégique. Et généralement, on parle de data evangelist. Donc, c'est quelqu'un qui va vraiment acquérir des compétences pour décider des transformations profondes d'une entreprise ou d'un groupe. Donc, pour les personnes qui auront un profil senior, mais un peu plus junior, globalement, qui sont cadres, responsables d'équipe, etc., ils vont pouvoir agir très légitimement en tant que responsable IA d'une entreprise ou cadre IA, donc gérer des équipes, projets, etc. Et pour les plus juniors, ça sera chef de projet IA, qui est un métier sous tension en ce moment. Et je te redonne la main, Catherine. C'est relativement simple. Voilà. Donc, merci. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais en effet, maintenant que vous avez tous les détails sur la formation, l'une des questions que j'ai très, très régulièrement, voire systématiquement, c'est le financement de cette formation. Donc, il y a plusieurs moyens. Donc, déjà pour les étudiants, les apprentis, à partir du moment où le référencement RNCP sera acté, donc demain ou au début de la semaine prochaine, il sera possible de faire cette formation par un contrat d'apprentissage. Pour les salariés, nous vous encourageons également à vous tourner vers votre entreprise pour que cette formation soit prise en charge dans le plan de développement des compétences. Pareil, très régulièrement, j'ai la question du financement et de l'utilisation du CPF, donc du compte personnel de formation. Donc là, c'est pareil, à partir du moment où la formation sera référencée RNCP, vous pourrez utiliser le CPF. Nous sommes en cours d'enregistrement également sur le catalogue du CPF, également par l'intermédiaire de Transition Pro, où des dossiers sont en cours de réalisation. Donc, on peut vous accompagner par rapport à ça.
Sachant que pour que vous puissiez faire un dépôt de dossier de transition pro, il faut le faire très rapidement, il y a un calendrier avant fin avril. Et également, les formations sont financées de manière très complémentaire, de plus en plus. Donc, vous pouvez faire intervenir des OPCO, la région. Je sais qu'il y a un certain nombre de personnes également qui sont connectées et qui sont inscrites à Pôle emploi. Donc, nous avons des accords avec la région, mais également par des plans de retour à l'emploi selon les circonstances de votre entreprise. Donc ça, je ne rentre pas plus dans les détails, c'est très complexe. Les dossiers sont très différents et on pourra en discuter. Vous pourrez me rappeler pour que nous puissions en discuter. Donc, je vous ai rappelé mes coordonnées, un certain nombre long. N'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un message, sauf la semaine prochaine où Carlos et moi-même ne serons pas disponibles. Mais vous pouvez quand même continuer à nous envoyer des messages. Nous répondrons à toutes vos questions. Quand vous aurez des questions spécifiques pour Carlos, je vous mettrai en relation avec lui sans problème et il vous répondra directement. Voilà, donc nous arrivons à la partie questions-réponses. Donc pour conclure. Donc, bonjour, j'allume la caméra. On peut peut-être, donc Thibaut Brémaud, bonjour à tous, responsable formation continue. On peut peut-être, tu peux rester sur cette slide. Je vais m'y remettre, oui. Comme ça, garde-le si on a besoin de revenir sur certains éléments. Peut-être Grégory, tu peux commencer par prendre la parole pour répondre sur la partie fil rouge, même si je sais que ce n'est pas complètement arrêté, mais tu as des exemples à donner pour aider les candidats à se projeter sur le contenu, à quoi ça ressemblera. Ouais. Alors, je ne peux pas allumer ma caméra, sauf si vous me laissez l'autorisation. Ah. Malheureusement, on ne peut pas, je crois, parce que tu as une adresse qui n'est pas dans le domaine de super-héros. Donc, il va falloir parler. On va faire ça juste à l'oral. Si vous m'entendez, c'est déjà pas mal. Donc, bonjour à tous, Grégory Flandin. Moi, je suis à l'IRT Saint-Exupéry. Je m'occupe d'IA pour les systèmes critiques, comme l'a présenté Carlos tout à l'heure. Et donc, pour la formation dont on parle aujourd'hui, l'IRT va en fait s'occuper de deux aspects. Un premier aspect qui est sur le fil rouge, effectivement, donc qui est une partie, on va dire, un peu, même carrément hands-on, où on va être amené à développer, à faire du code, à tester des algorithmes, à benchmarker, à évaluer à prototyper, évaluer les performances. Donc j'y reviendrai un petit peu. Puis un deuxième module, on aura peut-être l'occasion d'en parler un peu plus tard, sur les questions de certification, de robustesse de l'intelligence artificielle, qui est vraiment le sujet phare sur lequel on travaille à Toulouse actuellement, que ce soit à l'IRT ou même à Anity. Donc la question portait sur le choix des use cases, c'est ça, en tout cas, exactement. Du cas d'utilisation qu'on va mettre en œuvre pour le fil rouge. Alors, il n'est pas encore sélectionné, mais je vais vous donner quelques exemples de ce qu'on a en tête. Donc, on a plusieurs sujets. En fait, l'avantage qu'on a à l'IRT Saint-Exupéry, c'est qu'en fait, on collabore avec beaucoup d'industriels sur des sujets très concrets. Donc, on a à notre disposition un certain nombre de datasets et de cas d'usage. Je vais en citer quelques-uns. Donc, les sujets parmi lesquels on pourrait être amené à travailler pour cette formation sont typiquement des questions d'imagerie satellitaire, donc des capacités de traitement, soit de super résolution, soit de détection d'objets, de classification des sols, détection de changements dans les images satellites, dans les séquences d'images satellites. On a des datasets assez conséquents pour faire ça. Ça peut être par exemple la détection de nuages également, qui est un des projets emblématiques qui a été fait dans les dernières années. Il y a des sujets plutôt orientés sur véhicules autonomes ou trains autonomes également, donc avec des bases de données issues de panneaux de signalisation. On a des use cases, alors toujours dans la catégorie images, on va dire, des use cases basés sur des images, des choses autour on peut appeler ça l'industrie 4.0, c'est-à-dire la capacité à monitorer de la production industrielle. Alors, ça peut être sur des composants électroniques, on a des bases correspondant à ça. Ça peut être aussi sur des soudures, sur des matériaux. Et puis, si on sort un petit peu des use cases plus images, on a des choses autour des lois de pilotage pour l'évitement d'obstacles en aérien, pour les drones typiquement, qui se basent sur des tables qu'on appelle des tables ACAS, qui
qui sont des tables d'évitement entre deux engins en fonction de leur vitesse relative, en fonction de leur position, etc. Donc, il y a des choses qu'on peut faire par rapport à ça aussi. Et puis, un dernier que je peux mentionner, mais ce n'est pas exhaustif, hein, c'est vraiment pour vous donner des exemples. Un dernier qui serait sur des fonctions d'estimation de la distance de freinage pour les avions. Voilà. En tout cas, ce que je peux vous dire sur ce fil rouge, donc ça va correspondre à, je crois, j'espère pas me tromper, mais environ 9 séances de 7 heures, qui seront à peu près réparties sur les semaines qui vous seront proposées, avec l'idée d'essayer, alors ce ne sera pas forcément systématique, mais d'essayer de faire en sorte que chaque séance corresponde à peu près à ce qui a été vu dans la semaine, pour faire une mise en œuvre assez pratique, assez concrète, encadrée par des gens de l'IRT. Voilà, donc ça peut toucher plein de choses, hein. Ça peut toucher des questions, réaliser une fonction de machine learning assez simple, ça peut être évaluer leur performance, évaluer des questions de fiabilité, de statistiques associées à la performance, construire des attaques adversariales, essayer d'éviter les attaques adversariales également. Ça peut être la mise en avant de problèmes intrinsèques aussi dans les bases de données, hein, sur est-ce que les bases de données qu'on a mis en œuvre sont biaisées ou pas. Ça peut être aussi des questions d'explicabilité, d'anomalies dans les datasets, etc., etc. Donc, il y a tout un tas de sujets qu'on pourra être amené à traiter en fonction des use cases et en fonction des semaines sur lesquelles on sera amené à travailler. Alors, il y a une question sur le fil rouge, si ce sera le même sujet pour tout le monde ou si ce sera ou si ce seront plusieurs sujets. Non, on essaiera de faire le même sujet pour tout le monde. Voilà, l'idée, c'est qu'il y ait une forme d'autonomie de la part des étudiants, hein, des apprenants, mais que par la commonalité du cas d'usage, ça permet aussi au groupe de travailler ensemble et aux encadrants d'être un peu directifs quand les étudiants sont bloqués. Donc, on va essayer plutôt d'avoir un use case pour tout le monde. D'accord. Alors, juste, on peut peut-être passer aux questions. Ah, voilà, Grégory, tu as à mettre ta caméra. J'ai vu ton message, merci. Donc, même Samuel, tu auras le droit de mettre ta caméra. Juste, je réponds rapidement à une question de Jean-Luc de Safran qui nous demande la taille prévue des promotions. Là, on table pour cette première promotion. Il faut dire qu'on a quand même été limité dans la temporalité de la communication, puisque, comme l'ont expliqué Catherine et Carlos, il y a la question de l'enregistrement RNCP qui nous a un peu freiné. Donc, je pense que là, on sera sur une promo entre 10 et 15 participants pour cette première année. Sauf retournement de situation. Après, sur les masters spécialisés, nos masters spécialisés, on a entre 15 et 25 participants. Donc, c'est la taille de promotion qu'on vise à moyen terme. On part sur une par an, tout à fait. Et on part sur du mode présentiel. Là, déjà, on a pas mal de paramètres qui mettent de la complexité et là, sur la première année, il va déjà falloir qu'on gère toute cette coordination. On est parti sur un programme qui est assez riche avec des fortes complémentarités. Donc, déjà, on se concentre sur bien réussir ça. Et après, on pourra envisager de mettre des éléments mixtes, mais là, ce n'est pas prévu à court terme. Et donc, peut-être pour Carlos, tu pouvais répondre aux deux autres premières questions qui étaient, je pense que tu as répondu déjà en partie sur les prérequis en compétences pour effectuer la formation, mais aller plus loin sur les logiciels, les exigences de connaissance de langage Python et les logiciels sur lesquels les étudiants vont travailler pendant la formation. Donc, merci Thibaut. Donc, au niveau des compétences, déjà, on peut repréciser à nouveau le profil entrant typique. Le profil entrant typique, c'est quelqu'un qui a fait un diplôme, qui a un diplôme d'ingénieur en sortant d'une école où il a fait principalement de l'informatique ou des mathématiques appliquées,
ou d'une école autre où il a fait au moins des majeurs et il y a des compléments dans son dossier, dans son expérience de travail, etc., qui montrent qu'il ne sera pas mis en difficulté sur les parties optimisation qui demanderont quand même quelques compétences en mathématiques appliquées et toutes les parties informatiques et les compréhensions des limites de l'IA pour lesquelles une formation informatique est importante. Donc, au niveau langage et programmation, on du coup demande aux candidats d'être capable de programmer. Même si le gros de la formation ne va pas être autour de la programmation, il y aura quand même des petits projets, des exercices pour toucher du doigt les technologies. Ou si jamais si on n'a jamais programmé, ça va être très difficile. Si maintenant on ne connaît pas nécessairement le bon langage, etc., bon, on va principalement utiliser Python, qui est un langage assez simple à apprendre. Donc, normalement, les personnes devraient pouvoir monter en compétence rapidement si typiquement ils ont fait un autre langage comme du C, etc. Donc, ça, c'est pour répondre à la question de Jean-Luc. Donc, pour la question d'Angélique, du coup, on va bien sûr faire du Python, du Spark, mais après, on va utiliser typiquement tout ce qui est librairie de l'IA moderne. On va faire du TensorFlow, on va faire du Scikit, on va faire toutes les librairies classiques de type Keras, etc., vont être utilisées dans le TP. Les intervenants vont vous en parler. Quand on va mettre en pratique, on va utiliser des outils récents de l'IA. Donc, est-ce qu'on a des liens avec l'IRIT et l'IMT? On a de nombreux liens, mais ce n'est pas des partenaires de cette formation. Je ne sais pas si vous parlez d'autres liens. Sinon, on collabore régulièrement avec des gens de l'IRIT et de l'IMT en recherche, etc. Thibaut, si tu veux, je continue à répondre les questions ou tu les redistribues. Oui, continue, pardon. La question de Pierrick, peut-être, qui demande jusqu'où est-il prévu d'aller sur le plan technique en deep learning et DRL, ça doit être Deep Reinforcement Learning. Donc, à nouveau, il ne s'agit pas de faire une formation de 400 heures sur l'IA. Donc, en deep learning et en deep reinforcement learning, on va passer 4 jours sur chaque, globalement, même si on ne fera pas que du deep dans la partie machine learning ni dans la partie reinforcement learning. Donc, globalement, on va voir les grandes approches, les librairies, expliquer quand est-ce que ça fonctionne, quand est-ce que ça n'a pas fonctionné et pourquoi. Et puis, au cours d'un court TP, puis après, de façon plus profonde en fil rouge, expérimenter avec une sous-partie des librairies qui permettent de faire du machine learning ou du reinforcement learning à un niveau deep ou pas. Ok, merci Carlos. Peut-être du coup dans la foulée, l'autre question de Pierrick qui demande si c'est prévu d'aborder des notions d'explicabilité des IA. Donc là, je vais du coup plutôt laisser Grégory répondre à l'explicabilité de l'IA, puisque ça sera plutôt pendant sa semaine que cette question devrait être abordée. Ouais, donc sur la semaine, c'est 110, je crois, dans c'est ça. Planification, donc, qui s'intitule AI Certification, Robustness and Dependability. En fait, c'est un sujet c'est la semaine où on va en fait s'intéresser à toutes ces questions qui font qu'on peut ou pas embarquer de l'IA dans un système critique ou un service critique même éventuellement. Donc derrière ça se cachent plein de notions, dont la notion d'explicabilité, d'interprétabilité des IA, qui peut être dans certains cas vu comme un prérequis à cette embarquabilité ou à cette certification. Et ce qui est assez vraisemblable, alors je ne vais pas encore préjuger du use case qu'on aura choisi pour le fil rouge, mais que notamment dans les use cases images, il est assez vraisemblable qu'on s'attaquera à des questions un peu concrètes de mise en œuvre
de l'explicabilité sur ces use cases-là, pour montrer un petit peu finalement quelles sont les raisons qui ont fait que le réseau a pris cette décision-là. Donc on abordera ça un peu d'un point de vue process et intérêt industriel dans la semaine 110, et puis d'un point de vue pratique pendant le fil rouge. Ce sera un peu survolé, il faut être clair, vous ne serez pas des spécialistes de l'explicabilité à la fin. De toute façon, c'est un sujet, un dossier complet en soi, mais il y a quand même quelques notions à avoir en tête, notamment sur des questions de métrique d'explicabilité, de fiabilité de l'explicabilité. Parfait. Merci Grégory. Alors, on va peut-être… alors, les liens, on a répondu. Alors, on a une question en anglais de Shriti. Désolé, le cours a lieu en anglais, mais on a pris le parti de faire cette information en français. Et donc, la question, c'est de demander sur la partie… Je peux répondre en double si tu veux, Thibaut. Je réponds en anglais et en français. Ok, vas-y. Ou tu le fais comme tu veux. Si tu te sens… Après, tu ne connais peut-être pas exactement la bonne réponse, donc c'est peut-être mieux que ça soit moi. Aussi, vas-y. 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 Bien sûr, avec plaisir. Donc, I will start in English, as the question was asked in English. People who will not be working on a company will start by making, on the weeks in which they don't have courses, they will be at SuperHero making a project who will be monitored by IRT, our industrial partner, and will leave to join one of their projects on January, I think, starting in January. And so they will be in a company which will be IRT as a trainees. Donc, pour les personnes qui ne sont pas dans une entreprise, ils seront en projet à SuperHero pendant les semaines libres, encadrés par l'IRT, notre partenaire industriel. Et à partir de janvier, ils seront sur site à l'IRT sur un stage long qui leur permettra de, pendant les semaines où il n'y a pas cours, travailler dans un contexte d'entreprise. Mais sachant que dans les candidats, on dit bien qu'on vise 3 types de publics, des professionnels, des apprentis et des jeunes diplômés. Donc, on cible différents profils qui ont différentes attentes. On se dit que les professionnels, soit on a des personnes qui sont en reconversion et qui vont chercher une entreprise et qui peuvent être… du coup, il y a toute une période entre le début du programme et Noël pour trouver une entreprise et un contrat d'apprentissage. Donc ça aussi, on proposera un accompagnement on a un service au sein de SuperHero qui aidera les chercheurs à trouver un contrat d'apprentissage. Et après, on peut aussi avoir des professionnels qui sont en poste et qui, du coup, profitent de faire le master spécialisé avec des applications en situation de travail. Et enfin, on peut avoir un cas d'étudiants qui souhaitent choisir un stage alterné et qui peuvent être sur un mode alterné et pas forcément chercher un apprentissage. Et après, si on a des personnes qui auraient cherché une entreprise et qui n'en ont pas trouvé, c'est le cas qu'a expliqué Carlos qu'on mettra en place. Oui, pour compléter ce que tu viens de dire, il faut que ça soit clair que la modalité d'accueil à l'IRT, c'est uniquement pour les personnes qui sont entre 2 emplois en entreprise. Donc, pour l'accès aux jeunes diplômés, a priori, il n'y a pas de solution de ce type. Ce qu'on espère des jeunes candidats, c'est qu'ils aient un contrat d'apprentissage. Ok, merci Carlos. Je pense que Samuel, es-tu avec nous? Il y a quand même quelques questions. Là, il y a quelques questions qui te Oui, je suis là, je suis bien là. Oui. Bonjour Samuel. Oui, bonjour tout le monde. Il y a une… Alors, les questions, là, il y a une question d'Enzo, une question de Nathan, une question d'Angélique, je pense qu'ils peuvent te concerner. Mais la première, c'est quelles sont les thématiques principales qui seront abordées d'un point de vue business donc, Oui, en fait, au niveau de notre partie business, on essaie vraiment de voir comment
le contexte de l'IA et de la donnée vient changer les stratégies d'entreprise et aussi comment est-ce que ces nouvelles technologies permettent de créer des nouveaux modèles d'affaires en insistant sur le modèle de la plateforme. Donc, ils connaissent bien Airbnb ou Uber, quoi. Essayer de voir quelles sont les technologies derrière ce genre de plateforme et comment est-ce qu'on utilise ce genre de plateforme, comment on les met en œuvre, tout en regardant aussi les aspects de protection des données, de protection de la vie privée. Donc, ça, ce sont les notions qu'on va explorer. On va aussi regarder comment, par exemple, une jeune entreprise qui veut se lancer sur l'adoption de l'IA, on va leur proposer des modèles pour les aider à analyser les impacts potentiels de ces technologies au sein de leurs entreprises, que ce soit au niveau de leur processus d'affaires, au niveau de leur infrastructure, etc. Et aussi, bien évidemment, on va aussi avoir une partie sur comment on peut, grâce aux réseaux sociaux, aller collecter toutes ces données des réseaux sociaux pour pouvoir les transformer en informations pertinentes pour l'entreprise, quoi. Comment mieux prendre la décision en allant fouiner dans ces données des réseaux sociaux. Ça, ils vont être capables de le faire aussi. Super, merci Samuel. Et du coup, peut-être préciser sur s'il y aura une partie du programme sur l'éthique de l'IA. Ça recoupe un peu ce que tu disais, mais… Absolument, absolument. Il y a un spécialiste qui va s'occuper non seulement des aspects d'éthique, mais aussi des aspects légaux, parce que l'IA et la gestion des données, la protection de la vie privée génèrent de nombreux contentieux au niveau légal. Donc, on va le regarder pas seulement au niveau français. Donc, on va faire une comparaison à travers plusieurs États, quoi. Et ça, c'est un spécialiste de TBS qui est connu comme étant l'un des meilleurs de ce domaine, qui viendra donc entretenir les étudiants sur ces problématiques-là. Et ça fait le lien avec une autre question qui est sur la demande s'il y a des enseignants ou des experts étrangers, particulièrement anglophones. Donc là, je pense que tu parlais de Greg Voss, qui lui est américain. Oui, Greg Voss, il est complètement anglophone. C'est un Américain complètement anglophone. Et nous avons Julius, qui est un ancien du MIT, qui va s'occuper de tout le module, qui va leur permettre d'intégrer tous les concepts qui seront vus dans notre module. Et non seulement lui va gérer ce module, mais il va inviter des experts du MIT qui viendront les entretenir pendant toute cette semaine. Donc, la majorité de nos enseignants, ce sont des anglophones. Ils enseignent en anglais, que ce soit à TBS ou à l'étranger. Donc, sur ce côté, ils sont rassurés, quoi. Et on a choisi des experts de chaque domaine. Ok, merci Samuel. Et sur Carlos, peut-être que tu veux compléter sur les intervenants dans la partie ISAE Super-Héros. Donc, dans la partie super-héros, on a bien sûr que des intervenants anglophones, mais on ne fait pas intervenir, si je me rappelle bien, particulièrement sur les modules scientifiques, des intervenants qui en sont étrangers. Donc, ils ont, que je sache, tous la nationalité française, même si certains d'entre eux travaillent dans des groupes, genre, par exemple, quand Michael Waro travaillait était responsable de l'IA dans le groupe General Electric. Bon, en l'occurrence, il est français, mais c'est quelqu'un qui a une grosse expérience internationale. Donc, pour notre part, nos intervenants sont plutôt français, même si anglophones. Ok, peut-être pour continuer là sur la question de Thomas, tout en haut, est-ce possible d'estimer le pourcentage de temps de la formation dédiée au développement pur? C'est très peu. Donc, je pense qu'il y aura environ une journée complète par semaine, à peu près. Ah, quand même, d'accord, pardon. Je pensais que c'était moins. Non, c'est genre, il y aura a priori une demi-journée sur le thème de la semaine à chaque fois, c'est sûr. Dans certains modules, ça sera 2 demi-journées, voire même 3. Donc, j'y pense. Et après, la partie fil rouge. Et dans la partie fil rouge, il y aura une part de développement importante qui rajoutera entre une demi et une journée en fonction des semaines. Donc je dirais au-delà d'une journée par semaine, donc 25% peut-être. Ok, très bien. Merci Carlos. Rapidement, la question d'Angélique sur le lieu des cours. Alors, l'essentiel des cours se dérouleront à l'ISAE Super-Héros, mais on a dit que sur la partie TBS, une partie des cours
se déroulerait à TBS. Ça, on doit encore l'ajuster. On ne sait pas encore si c'est tous les 3 modules, puisque TBS coordonne 3 modules, donc 3 semaines de formation. Mais ça sera entre 70 et 100% de ces cours-là qui se dérouleront à TBS. C'est des choses qu'on ajuste. Question de Nicolas ensuite, qui demande en sortie de formation comment un élève ayant suivi le master spécialisé se positionne-t-il par rapport à des métiers comme data scientist, data analyst, machine learning engineer? Carlos, pour toi? A priori, on peut espérer que les étudiants puissent candidater à ces types de postes. Après, c'est sûr qu'à nouveau, en fonction de la coloration du poste, plus le poste va être technique, moins on va être dans une formation 100% technique qui va être le mieux adapté à ce type de poste. Donc, globalement, on espère être à un niveau proche où il y a des aspects gestion de projet ou humaine par-dessus la partie IA. Ok, très bien. La question suivante de Jean-Luc qui demande au-delà des cours académiques et du fil rouge du vendredi, y a-t-il du tutorat coaching, d'accompagnement individuel des stagiaires dans leurs travaux pratiques de mise en œuvre des technologies apprises en dehors des jours et ou semaines de cours? Donc, pour le moment, on a prévu 2 personnes qui ont une journée complète pour l'encadrement quand ils sont ici. Et actuellement, il n'y a pas de dispositif de suivi supplémentaire qui a été mis en place. Mais bon, on a toujours été, enfin moi, hors de mes heures de cours, j'ai toujours été disponible pour les étudiants pour répondre à leurs questions quand ils avaient des problèmes. Mais il n'y aura pas des sessions de tutorat à distance, monitorat pré-réservé. Après, de façon générale, dans tous les enseignements, que ce soit le fil rouge ou l'autre, c'est toujours possible d'envoyer des messages aux enseignants et d'obtenir des réponses. Mais il n'y aura pas de créneau de tutorat réservé à distance. Oui, après, ça fera partie des ajustements éventuellement qu'on trouvera après cette première année de lancement du projet. Oui, si on se rend compte que c'est quelque chose de nécessaire. Ok, merci Carlos. Une question suivante d'Angélique qui demande au niveau de l'alternance, doit-on occuper un poste de chef de projet ou un poste de data analyst, data scientist suffit? Absolument pas. Un poste de data analyst, data scientist suffit amplement. Notre objectif, c'est de préparer les futurs cadres de l'IA. Il n'y a pas besoin d'être cadre actuellement ou d'être en capacité de postuler à des postes de cadre. C'est des personnes qui vont, a priori, pouvoir, en fonction des compétences de chacun, avoir des postes d'un niveau pas cadre dans un premier temps, mais qui auront une opinion intéressante et qui légitimera leur futur passage en tant que responsable de projet ou de petite équipe supplémentaire. Après, il n'y a pas besoin d'y être maintenant ou être un candidat crédible à l'instant T. Donc, pour les plus jeunes, seront des candidats crédibles à l'instant T plus un tout petit peu d'expérience. Ok, merci Carlos. Tiens, pour revenir à Samuel, Enzo qui demande une précision, savoir si les étudiants verront également comment mettre en place des business cases spécifiques. Oui, absolument. Donc, on va en fait prendre un business case, le décortiquer de telle sorte que les enseignements qu'ils auront de ce business case peuvent être répliqués dans leur entreprise ou dans toute autre entreprise. Donc, le fait de bout en bout, en fait. Et aussi pour revenir, par exemple, sur la partie Social Media Analytics, où ils auront allé sur une thématique donnée, extraire les données des réseaux sociaux pour pouvoir programmer et extraire de l'information pertinente. Le professeur se met toujours disponible pour pouvoir répondre à leurs questions hors cours, quoi. Donc, ça va vraiment dans le sens de ce que Carlos disait. Les profs se rendent toujours disponibles pour pouvoir les accompagner, aller un peu plus loin. Ok,
Merci Samuel. Alors, on a encore 2 questions. Mais vous êtes bon pour poser des questions. J'essaie de nettoyer, mais ça revient toujours. Il y en a des nouvelles. Mais c'est bien, c'est parfait. Ça permet d'alimenter. Alors, Xavier qui demande si on a une idée de la charge de travail personnel à prévoir en dehors des cours. Et plus précisément, si ça reste compatible avec un poste en entreprise en parallèle. Donc, c'est toujours une question un peu épineuse, ceci. Si on se fiait au texte, vous aurez vraiment beaucoup de travail supplémentaire qui serait absolument indispensable pour justifier des crédits qu'on vous attribue. En pratique, je pense qu'il est important d'avoir du temps disponible pour profiter au maximum de la formation. Après, les personnes qui voudraient profiter de la formation, quitte à en profiter un peu moins parce qu'ils ont peu de temps, je pense que déjà, dans les semaines réservées, si on dispose des soirs pour revoir et travailler un peu, dans la semaine réservée, on est bien pour pouvoir au moins s'en sortir au niveau des compétences. Après, pour acquérir des compétences au maximum, bien sûr, du travail supplémentaire, la règle devrait être de l'ordre de au moins 1 heure travaillée pour 1 heure donnée. Donc, travaillons un peu le soir et un peu de façon supplémentaire pour venir compléter cette dizaine d'heures par une quinzaine d'heures de plus entre les sessions, vous permettra de bénéficier de plus d'acquis que si vous disposez que des soirées quand vous venez. Mais après, ça a été un parti pris, pour rappeler ce que disait Carlos au démarrage, dans la volonté de créer cette formation, la première cible, c'était des professionnels qui viendraient faire une formation diplômante sur une année avec une alternance. Donc, on a tenu compte de ce paramètre au démarrage. Donc, voilà, c'est fait pour être compatible avec un emploi en parallèle. Alors, 2 questions de plus d'Angélique qui demande, peut-être pour toi Carlos, concernant la partie technique des cours, voit-on l'extraction des données, le nettoyage via SQL et Oracle? Et ensuite, comment est-on évalué? Donc, il y a bien de l'extraction de données, nettoyage, présentation, etc. Il y a donc une semaine qui est dédiée à la gestion de masse de données. Donc, il y a tous ces aspects qui sont vus. Il y a toujours une limitation de temps. Donc, mais on aura autant des aspects pratiques que des présentations sur les techniques, les différentes techniques, les différentes étapes des traitements de données. Et bien sûr, une de ces étapes, qui est extraction-nettoyage, sera traitée en profondeur pendant cette semaine. Au niveau des évaluations, elles sont variées. Il y aura des évaluations individuelles et en groupe sur des rapports à rendre de type use case, etc., sur le projet. Et il y aura une évaluation sur place qui mélangera connaissances théoriques et pratiques qu'on essaiera de faire régulièrement dans chaque semaine. Donc, on va réserver typiquement une demi-journée pour pouvoir faire un TP, une mise en situation d'ailleurs, qu'elle soit sur ordinateur ou sur papier, une mise en situation avec un rapport à rendre, typiquement, c'est le genre d'évaluation auquel vous pouvez vous attendre. Ok, parfait. Bah, écoutez, j'ai l'impression, bon, il est 13h58, on a presque tenu le créneau d'1 heure. Je ne sais pas s'il y a encore une ou 2 dernières questions, mais pour moi, je pense qu'on a fait le tour des points. Un élément sur lequel on n'est pas venu, c'est de dire qu'il y a aussi, parmi les stagiaires, certains, dans le parti pris qu'on a, c'est qu'il y a le diplôme, mais il y a aussi des sous-ensembles du programme qui sont proposés. Donc, on a certains stagiaires de la formation continue qui viendront soit suivre des certificats, soit des modules courts. Donc, les modules d'une semaine sont proposés. Mais sachant que la priorité, c'est quand même le diplômant. Donc, l'idée, c'est d'apporter aussi d'autres profils qui permettent des échanges et que ce soit un lieu pour vous de richesse. Enfin, sur des formations comme ça, les enseignements sont fondamentaux, mais les échanges avec les autres participants sont aussi très importants.
Donc, comme le disait Carlos, l'hybridation passe aussi par le profil des participants. Donc, on va travailler là-dessus. Voilà. Je ne sais pas si parmi les panélistes, vous avez des éléments de complément à apporter ou est-ce que c'est bon pour tout le monde? Bon, bah écoutez, merci à tous. Ah, une dernière question de Nicolas. Les étudiants seront diplômés de Super-Héros et de TBS? Ah, voilà une bonne question. Alors, pour la première promotion, ils seront diplômés ISAE Super-Héros. En fait, c'est la question de l'enregistrement du master spécialisé. Aujourd'hui, l'enregistrement auprès de la conférence des grandes écoles est uniquement porté par l'ISAE Super-Héros. Mais dès l'an prochain, il sera aussi porté par TBS. Donc, du coup, la question, c'est pour ceux qui font la première promo, est-ce qu'ils auront le diplôme? Je ne pense pas. On va vérifier ce point-là. Ça va dépendre du timing. Mais voilà. Donc, pour le moment, non. Là, aujourd'hui, c'est uniquement porté. Le diplôme est porté par l'ISAE Super-Héros. Mais on y travaille pour que ce soit un double diplôme. Voilà. Bon, bah, écoutez, je pense que c'est tout bon. Merci à tous. Et bah, du coup, donc, comme le disait Catherine, cet enregistrement sera disponible en ligne. Et puis, n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez d'autres questions. Et j'espère à très bientôt. Et donc, bon après-midi à tous. Merci à tous. Merci Bientôt. bien. Bye bye. Bye bye. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.